D'accueillir pour cette nouvelle session de ce TIJC qui ne parle pas de cancérologie pour une fois, avec un, un intervenant qui vient de l'hôpital Saint-Louis, qui est ingénieur, j'imagine, puisqu'il a été, qui travaille à Centrale Supélec, non? Alors, pas tout à fait, pas tout à Pas tout fait. à fait. Je suis biologiste médical de formation, mais effectivement, je suis en poste d'accueil actuellement à Centrale Supélec pour un échange. Mais je suis plus rattaché à l'unité INSERM de Saint-Louis côté AIM. Mais bon, j'aurai l'occasion d'en reparler. Et puis, on Super. va peut-être quand même un petit peu parler de cancéro finalement. On Ah, verra. ok, ok, parfait. Donc voilà, avec un sujet un peu différent d'habitude, mais qui a l'air passionnant. Donc Cédric Usuro qui nous fait donc le plaisir de parler du HLA de classe 1 et des polymorphismes peptidiques euh, qui contribuent à la spécificité des anticorps. Donc voilà. Donc on t'écoute, on va commencer. Ça va faire venir les gens. Oui, bien sûr. Tu peux Alors, continuer la présentation parce que du coup, ce sera peut-être plus clair si c'est toi qui le dis non, pas de souci. finalement. Même le petit texte que j'avais envoyé n'était pas forcément complet. Mais oui, en gros, effectivement, je suis biologiste médical et je travaille. J'ai travaillé comme praticien en tant qu'AHU dans le laboratoire d'histocompatibilité, donc côté greffe d'organes. Donc en gros, l'étude des anticorps anti-HLA en greffe d'organes. Et là, je suis du coup en thèse de sciences. Et même si j'ai plutôt, j'ai plutôt travaillé donc à l'hôpital Saint-Louis avec rattaché à l'unité IM, je fais aussi beaucoup de bioinformatique et de biomathématiques. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu, là, pour ma troisième année de thèse, arriver à Centrale pour un an. Et du coup, effectivement, là, actuellement, je fais beaucoup plus de bio-info. Et du coup, merci de m'avoir invité. Et c'est vrai que quand François-Xavier m'a proposé la présentation, je me suis un peu posé la question de l'article que j'allais pouvoir vous présenter. Et pour être tout à fait transparent avec vous, l'article que j'ai choisi, c'est pas forcément un article c'est pas forcément un énorme article qui aurait fait un New England ou quoi. Il est assez simple, mais c'était aussi un prétexte pour moi de vous introduire la problématique du HLA en greffe d'organes, parce que je crois que quand on fait de l'immuno, on connaît bien le HLA pour sa capacité de présenter des antigènes, voilà. Mais on le connaît beaucoup moins bien pour sa capacité, enfin, finalement, comme antigène. Et du coup, je vais peut-être commencer par faire une petite introduction sur les problèmes voilà, du HLA en greffe d'organes, avant de vous expliquer pourquoi l'article est intéressant. Donc effectivement, si le nom de l'article vous paraît un peu obscur, c'est normal. Enfin, c'est assez niche en fait finalement, mais ça montre bien à quel point en greffe d'organes on se pose des questions qui peuvent être parfois particulièrement compliquées. Et donc, je vais commencer. Évidemment, toutes les présentations qui parlent de HLA commencent un peu toujours par cette diapo qui rappelle que du coup, c'est un système de gènes qui sont tous présents sur le chromosome 6, pardon. En histocompatibilité, on s'intéresse aux deux classes principales, la classe 1 et la classe 2, avec le HLA ABC pour la classe 1 qui va être du coup exprimé par la quasi-totalité des cellules nucléées de l'organisme, et la classe 2 qui va plutôt concerner les cellules présentatrices d'antigènes, comme vous savez. Euh, et le rôle du HLA, bien sûr, alors ici c'est un schéma qui est très simplifié, histoire de résumer, mais pour rappeler un peu la fonction première qui est très importante à comprendre, qui permettra de comprendre tout le reste finalement. Évidemment, le rôle du HLA, c'est à partir des cellules, des protéines qui sont dégradées, des protéines du soi, qui vont être dégradées dans le protéasome, les peptides qui en résultent vont être affrétés dans la poche à peptides des différentes molécules du HLA, et évidemment ces peptides vont être ensuite amenés à la surface pour être présentés à la surface de la cellule. Et ce mécanisme il est important puisque, par exemple, si la cellule est infestée, cette fois-ci, on va pouvoir avoir des peptides dérivés de cet agent pathogène qui va être présenté à la surface de la cellule, ou bien même lorsqu'une cellule, par exemple, est cancéreuse et qu'on va avoir des mutations somatiques, euh,
ces peptides, ces néo-antigènes, ces néopeptides créés vont également pouvoir être amenés à la surface de la cellule. Et bien sûr, cette présentation de peptides, elle est faite à qui? Elle est faite aux lymphocytes T. Bien sûr, les lymphocytes T, bon, vous le savez, ils sont sélectionnés au niveau thymique pour être tolérants, ou plutôt les lymphocytes T qui sont pas tolérants vis-à-vis des peptides du soi vont être éliminés. Et donc les lymphocytes T circulant dans l'organisme, très schématiquement, vont être capables de reconnaître des peptides du non-soi, donc soit dérivés de pathogènes, soit dérivés de cellules mutées. Et bien sûr, c'est un des mécanismes primordiaux de la réponse immunitaire, qui va initier la réponse immunitaire dans pas mal de cas, en tout cas la réponse immunitaire adaptative. Et donc tout ce mécanisme-là ne fonctionnerait pas si le HLA n'était pas extrêmement polymorphique. Là, on sait que les gènes du HLA, en tout cas pour ces gènes-là, qui sont les gènes qui nous intéressent en histocompatibilité, sont les gènes les plus polymorphiques du génome humain. Aujourd'hui, on est quasiment à 40 000 à l'être décrite, et encore, je suis peut-être probablement pas à jour, on a peut-être même déjà atteint les 40 000, on en décrit encore tous les jours. Et ce polymorphisme, il est très important. Et à quoi il sert? Il sert à permettre une large diversité de peptides présentés. Si le A1 et le A2 n'ont pas la même séquence d'acides aminés, les interactions électrostatiques faibles entre le peptide et le HLA vont être différentes. Donc forcément, le peptide qui va binder, qui va être logé dans la poche à peptide du A1 sera différent de celui du A2. Et donc ce mécanisme-là, il est très important puisque chaque individu ayant plusieurs gènes, plusieurs allèles HLA et même à l'échelle de l'espèce, le fait d'avoir une large diversité de HLA permet une large diversité de réponses immunitaires, de présentation de peptides. Et évidemment, c'est très important puisque on peut très bien comprendre que si, je sais pas, un agent pathogène se met à muter pour échapper à la présentation d'un HLA qui serait unique, et ben finalement tout le monde tomberait malade tout de suite, quoi. Donc, forcément, la sélection les agents pathogènes ont fait une pression de sélection pour accentuer cette diversité du HLA qui est très importante. Mais ce que l'évolution et la nature n'avaient pas prévu, c'est que ces polymorphismes allaient nous poser un problème aujourd'hui en médecine moderne avec la greffe d'organes, puisque forcément, si on a des protéines qui sont extrêmement polymorphes et qui sont en plus extrêmement exprimées à la surface des cellules, bah, on va créer forcément de l'alloimmunisation. Si un receveur est transplanté, il va reconnaître les molécules HLA du donneur comme étrangers, il va potentiellement faire des anticorps anti-HLA. Par exemple, voilà, si on a le typage donneur et d'un receveur, si j'aligne les séquences d'acides aminés du receveur avec ceux du donneur, par exemple, là, il y a une lysine en position 127 chez le donneur. Et en fait, l'anticorps, enfin, cette lysine en position 127 va être à l'origine d'un épitope qui pourra être reconnu par les lymphocytes B du receveur. Là, par exemple, en 3D, on voit bien que cette lysine en position 127, en fait, elle va pouvoir être la cible d'un anticorps. Alors, il faut sortir cette représentation un peu schématique qu'on voit parfois, où l'anticorps, en fait, englobe l'intégralité de l'antigène. En fait, un anticorps, ça se fixe sur une région d'à peu près 30 angstroms de diamètre sur une molécule de manière générale, mais donc aussi sur une molécule HLA. Donc, un seul acide aminé substitué peut créer un épitope qui va être à l'origine d'une immunisation anti-HLA. Et donc, la représentation, ce serait plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Avec voilà, la simple lysine en position 127 est suffisante pour qu'un receveur fasse des anticorps contre le donneur. Et donc, en transplantation d'organes, c'est très important de détecter ces anticorps anti-HLA, puisque si il y a des anticorps qui sont préformés, s'il y a des anticorps dirigés contre le donneur au moment de la greffe, bah, ces anticorps vont se fixer sur le HLA du donneur, ce qui va notamment activer le complément qui va faire son complexe d'attaque membranaire pour lyser les cellules endothéliales. On va activer les polynucléaires et d'autres cellules immunitaires, et on va pouvoir même exposer le sous-endothélium. Alors, je vais peut-être prendre des petits lasers. Hop. Exposer le sous-endothélium, activer la coagulation, créer des lésions endothéliales, de la microangiopathie, etc., etc. Et forcément, sur par exemple un greffon rénal, ces anticorps anti-HLA sont associés à une perte de l'activité du greffon, une baisse du DFG. Donc en pratique, dès qu'un patient est inscrit sur liste d'attente pour une greffe, on va détecter ces anticorps anti-HLA en amont pour éviter de lui apporter un organe contre lequel il est déjà immunisé. Voilà, un receveur, il peut être immunisé pour plusieurs raisons. Il a pu déjà être greffé, ça peut être une femme qui a eu des grossesses, il a pu être transfusé. Donc c'est très important de rechercher, d'identifier ces anticorps anti-HLA avant la greffe. Et évidemment, en post-greffe, on va suivre les anticorps anti-HLA
régulièrement, et leur apparition serait signe d'un début de rejet. Et pour faire ça, pour détecter les anticorps anti-HLA, je peux pas passer. Ok. Pour détecter les anticorps anti-HLA, on a cette technique qui est un petit peu la technique en routine dans un labo de histocompatibilité, on va vraiment utiliser tout le temps. C'est la détection des anticorps sur cytométrie de flux sur bille avec donc une technique Luminex. En fait, on a des billes qui sont cotées avec un seul antigène HLA et on en a il y a plusieurs centaines de billes, comme ça on a 100 billes de classe 1 et 100 billes de classe 2. Donc forcément, on met le sérum du patient en contact avec ces billes, les anticorps se fixent sur certaines billes, et après on a des fluorescences avec un système de révélation classique qui va correspondre à chaque antigène testé dans le kit de billes. Par exemple, voilà, 8000 de MFI contre le A201, 8000, ça commence à être assez fort, et là, typiquement, on va interdire, si par exemple un receveur a un anticorps anti-A2, A0201, tous les donneurs potentiels qui vont être proposés à ce receveur vont être interdits s'ils sont A2 au moment de l'allocation des greffons. Le seuil étant de 2000 à peu près pour l'allocation des greffons. Voilà. Et ce qui est intéressant avec ce kit et cette technique, c'est qu'on peut tester quand même beaucoup d'antigènes. Et il est né la notion de dépletes, qui est assez intéressante. En fait, là, par exemple, là, c'est typiquement un profil qu'on va retrouver en Luminex Single Antigène. On va tester une trentaine de billes, par exemple, chez la A, et on va avoir une fluorescence qui va être positive sur plusieurs billes. Et en fait, on va pouvoir se poser la question de est-ce que vraiment il y a un anticorps qui cible d'un côté le A2 et d'un côté le A23 et le A24 ou le A68, ou est-ce que c'est un seul et même anticorps qui en fait cible un épitope partagé par l'ensemble de ces antigènes? En fait, quand on aligne toutes les séquences, on peut identifier des polymorphismes communs, puisque tous les HLA dérivent les uns des autres, phylogénétiquement, donc ils ont des séquences communes. Donc là, par exemple, sur ce profil-là, en fait, on a, c'est toujours cette lysine en position 127 là que j'avais pris en exemple tout à l'heure. En fait, ici, on a un seul anticorps qui cible le même motif de l'ensemble des antigènes qui sont positifs. Et donc, voilà, on peut s'amuser comme ça avec des algos. Donc, c'est un sujet de recherche qui est très actif, où on essaye d'identifier les épitopes les plus, en HLA, on parle d'éplètes, les plus immunogènes, pour essayer de comprendre quels mismatchs entre un donneur et un receveur vont être plus pourvoyeurs de cette immunisation. Est-ce qu'il y a des mismatchs qui vont créer qui vont être plus susceptibles de stimuler en gros la réponse B plutôt que ou pas, et c'est assez difficile de savoir étant donné la complexité du système. Et ça, c'est très actif. Enfin, c'est un sujet de recherche assez actif dans la transplantation d'organes. Mais je peux enfin en arriver à la problématique de l'article. Le problème, c'est que malgré cette définition en acide aminé et en polymorphisme et en épitope, il existe parfois des profils d'immunisation qu'on n'explique pas, dont les séquences d'acides aminés ne permettent pas d'expliquer l'immunisation. Alors, c'est le cas de ce profil très particulier. Ici, on a des billes de classe 2, donc avec des billes qui sont cotées avec du DQ. Alors, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais la classe 2 et notamment le DQ, c'est bien l'association de deux gènes qui font une chaîne alpha et une chaîne bêta. Donc là, on a des billes qui sont cotées par des protéines qui sont le résultat de l'expression de deux gènes. Donc, c'est bien, par exemple, la DQA2 avec DQB2 qui fait une bille, un complexe de classe 2. Et là, ce que nous, on observe beaucoup en routine, et ce que les auteurs observaient aussi, c'est qu'on a une immunisation qui est très fréquente, qui cible uniquement l'association de la bille alpha 0103, bêta 0603, et qui est souvent négative sur l'ensemble des autres billes. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais on a quand même un très grand nombre de sérums, environ 1% de nos patients, alors sur 270 000 en tout cas à Saint-Louis, qui ont ce profil d'immunisation-là. Et c'est un profil qui nous cause pas mal de questions parce que, en fait, on ne l'explique vraiment pas avec cette histoire d'éplètes et d'épitopes de polymorphisme dont je vous parlais juste avant. Et en fait, l'hypothèse qui est faite, c'est que plutôt que d'avoir un anticorps qui va cibler un polymorphisme sur le gène HLA, on va plutôt avoir probablement un anticorps qui cible un épitope formé à la fois par la chaîne HLA et le peptide qui est logé au niveau de la poche à peptides.
Alors pour mettre en évidence ce mécanisme, les auteurs, ils ont pris plusieurs sérums qui avaient cette réactivité très spécifique, touchant uniquement le 0,6-0,3. Ils ont mis en contact avec différents types de cellules. En fait, ils ont même purifié la molécule pour la binder sur des biluminex, cette molécule de classe 2 qui associe donc toujours cette chaîne alpha à 1,03 et 0,6-0,3, pour voir si effectivement il y avait bien une réactivité. Donc là, ça valide le fait que ici, c'est la réactivité entre la fluorescence entre les sérums et les différents types de cellules, avec comme chose intéressante le fait que ces cellules exprimaient toutes des HLA de classe 1 différents. Donc on a bien une réactivité qui est confirmée ici de ces sérums, avec ici comme fait assez intéressant le fait qu'il y a une diversité de l'affinité de cet anticorps sur ces cellules en fonction, a priori, de la classe 1 exprimée par la cellule. Et en gros, pour le sérum S1, il y avait une plus forte réactivité lorsque la cellule était en plus A2. Là, on cherche les anticorps contre la classe 2 et pourtant ça dépend aussi de la classe 1, ce qui était plutôt curieux. Voilà, première observation. Et de cette observation est née l'hypothèse qu'en fait, l'anticorps qui se fixerait à la fois sur le DQ et le peptide à l'intérieur du DQ, en fait, le peptide serait potentiellement dérivé de la classe 1 de la cellule. Alors pour tester ça, les auteurs ont pris d'autres lignées de cellules. Cette fois-ci, ils ont pris des lignées qui exprimaient plus ou moins deux molécules importantes, qui sont le HLA-DM et le CD74, qui sont deux protéines de la machinerie cellulaire qui sont très importantes pour affréter les peptides sur le HLA de classe 2. Donc en gros, le CD74, c'est une chaîne invariante qui stabilise la molécule, c'est ici en vert là, en petit, qui stabilise la molécule et qui lui permet d'être adressé du Golgi vers l'endosome, enfin du réticulum endoplasmique vers le Golgi vers l'endosome. Dans l'endosome, avec la différence de pH, en fait, elle va être digérée et il va rester un petit bout du CD74 qui va stabiliser la molécule et qui va faire un peptide qu'on appelle le peptide clip. Et ce peptide clip, en fait, après, le HLA-DM va ouvrir le HLA de classe 2 pour remplacer le peptide clip par un peptide exogène ou un peptide endogène. Donc en gros, sans rentrer trop dans les détails, même si probablement vous connaissez peut-être ces molécules, le fait d'avoir des cellules qui n'expriment pas ces molécules va permettre de valider l'hypothèse selon laquelle il est important d'avoir un peptide pour avoir la reconnaissance de cet anticorps. Et effectivement, les auteurs confirment que sur ces lignées, uniquement les cellules qui exprimaient à la fois le CD74 et le HLA-DM conservaient la réactivité contre cet anticorps. Avec, en plus, une petite subtilité, c'est qu'il y avait une des lignées, la LCLKO, là, qui exprimait à la fois le CD74, le HLA-DM, mais qui, pour le coup, n'exprimait pas la classe 1. Et pour le coup, si on n'exprime pas la classe 1, malgré l'expression CD74 et de DM, on négativait, ou quasiment on négativait, la réactivité de ces anticorps. Donc il semble qu'on soit bien face à un anticorps qui requiert la présence de ces molécules chaperones pour affréter le peptide, mais en plus, il est nécessaire que la classe 1 soit présente. Ce qui confirme un peu l'hypothèse qu'avaient les auteurs de dire que non seulement il faut que le peptide soit présent pour faire l'anticorps, mais en plus il faut que ce peptide soit dérivé de la classe 1. Et donc expérience suivante, on reprend cette lignée qui exprime CD74 HLA-DM qui n'exprime pas la classe 1, il retransfecte ces cellules avec du A2 ou du C16, et là on restaure la réactivité de ces sérums contre les cellules. Donc on a bien, a priori, un système qui requiert un peptide de classe 1. Donc les auteurs ont pu faire de la spectrométrie de masse pour en fait séquencer les peptides qui sont présents sur ces lignées de cellules, et en fait ils identifient qu'effectivement les peptides séquencés ont l'air d'être essentiellement issus de la séquence du HLA de classe 1 entre en gros la position 120 et 148 des HLA de classe 1, avec notamment un polymorphisme clé en position 142. Donc, je vous passe un peu les détails, surtout je vais vous expliquer avec la diapo suivante. Et en gros, si on prend une molécule de DQ vide et après on recharge des peptides marqués de différentes séquences qui sont toutes issues de ce HLA classe 1,
on va restaurer plus ou moins la réactivité de l'anticorps. Et en plus, les auteurs identifient que selon le peptide qu'ils vont mettre, si il y a une thréonine en position 142 ou plutôt une isoleucine en position 142, la réactivité apparaît ou disparaît. Donc on est vraiment sur un cas un peu complexe où, quand on va analyser nos anticorps anti-HLA contre un donneur, on va vraiment devoir se poser la question de, est-ce que mon donneur, en plus, comment dire? En plus de créer, est-ce que l'anticorps que j'observe, en plus de cibler mon donneur, ou est-ce que ça va varier selon le peptide que le donneur est capable d'avoir et de présenter, qui dépend en plus de sa classe 1? Donc ça complexifie énormément, l'interprétation de ces anticorps anti-HLA. Heu et donc pourquoi c'est intéressant? C'est qu'effectivement là, on a une description d'un nouveau type d'épitope qui est vraiment à cheval entre le peptide et le HLA. Ce qui permet d'expliquer certains de nos profils, antigènes, mais seulement, en partie, hein. Et ça nous pose un peu problème parce que nos tests qui nous permettent d'identifier nos anticorps anti-HLA, on ne connaît pas vraiment bien, le contexte, quel est le HLA de classe 1 et quel est le contexte, quel est le peptide en fait qu'il y a présent sur les billes qu'on utilise dans nos kits, industriels en fait finalement. Et en fait, on se dit que si ça dépend de l'anticorps, si ça dépend du peptide, déjà que les anticorps sont difficiles à interpréter, potentiellement on surdétecte, on sous-détecte certains anticorps et là ça devient vraiment un casse-tête pour savoir si les anticorps qu'on observe sont effectivement dirigés contre le donneur. Donc forcément, ça rend les choses encore plus compliquées. Alors les auteurs, parlent de potentiellement, créer des billes multipeptides. Donc là, on teste déjà une centaine de billes dans notre kit. Il faudrait créer des billes qui ont le même HLA, mais qui ont différents peptides pour pouvoir tester vraiment une large variété de combinaisons HLA plus peptides, ce qui rend la chose complexe. Et puis là, on a fait la preuve de concept avec cette association très particulière, mais en fait, en routine, on observe souvent des réactivités qu'on va qualifier de bizarres ou atypiques ou qu'en tout cas on n'est pas capable d'expliquer et si pour chacun de ces cas-là, il va falloir qu'on réfléchisse à quel peptide j'ai, dans mon HLA, ça commence à vraiment devenir compliqué. Et évidemment, en plus, on n'a pas vraiment d'idée de l'impact clinique puisque quand on va faire un test sur notre kit, on va avoir une réactivité contre un HLA plus peptide, mais alors est-ce que in vivo, est-ce que les cellules du donneur vont exprimer ils expriment certes, on sait quel HLA ils vont exprimer, mais on va avoir beaucoup de mal à connaître le peptidome exact in vivo que le donneur, va exprimer à la surface de cellules, notamment ces cellules endothéliales, ce qui fait que c'est très difficile d'avoir un impact clinique. Il n'empêche que ça soulève quand même pas mal de questions, heu et ça rajoute de la complexité à un système qui est déjà, plutôt compliqué. Là, par exemple, je vous ai fait montrer une figure. En fait, c'est une figure qui montre le nombre d'épitopes, dépletes on dit en HLA, mais on va dire épitopes, partagés entre 2 molécules HLA HLA-A. Et vous voyez que, voilà, les molécules, elles sont toutes plus ou moins ressemblantes, plus ou moins différentes et en greffe d'organes, on n'arrive jamais à atteindre totalement la compatibilité HLA, on ne l'atteint même jamais, hein, on a beaucoup trop de polymorphisme. Mais on se pose un peu la question de, bon, certes, le HLA, mon receveur et mon donneur vont pas avoir le même, mais est-ce qu'on va être capable de sélectionner le HLA le plus proche possible du receveur pour créer le moins d'alloréactivité possible? Déjà, on n'a pas du tout la réponse à ces questions-là, puisqu'on ne connaît pas vraiment l'immunogénicité de chaque applet, étant donné le nombre qu'il y en a et la complexité. Faudrait faire des études vraiment sur des milliers, des dizaines de milliers de patients. Aujourd'hui, même à l'ère de l'IA, on a vraiment beaucoup de mal à, à avoir des modèles qui sont capables de prédire la capacité d'un receveur à faire de l'alloréactivité B contre un donneur. Et si en plus, tout ce système qui est déjà complexe et qui nous pose beaucoup de questions, heu, on ajoute ce problème de: «Ah en fait ça dépend aussi du peptide que le donneur présente» et bah là, on est loin d'avoir répondu à tous les problèmes, heu, qu'on peut rencontrer en greffe d'organes. Alors, j'ai un peu à peu près fini pour, présenter l'article, et si vous me le permettez, je pense que j'ai encore le temps, je voulais, faire la transition un petit peu avec, la collaboration, et le travail que je fais plutôt sur ma thèse qui rejoint un petit peu ces problèmes de peptides. Heu, voilà la collaboration qu'on a pu débuter avec, François Xavier. Du coup vous allez voir, je vais un petit peu retomber sur le contexte de la réponse à l'immunothérapie. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, je vous parle de HLA en transplantation d'organes, qui est considéré comme un antigène, mais le HLA, c'est pas un antigène, en fait. Enfin, avant d'être un antigène, c'est un présentateur d'antigène. En réalité, son rôle au HLA, c'est bien sûr de présenter des peptides aux lymphocytes T
Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de tests qui nous permettent de mesurer la stimulation la capacité du HLA du receveur, du donneur, pardon. Oui, je m'en mêle encore un peu les pinceaux. Donc je recommence. On a encore du mal, en tout cas on ne sait pas mesurer la capacité du HLA du donneur à stimuler la réponse ou l'activation des lymphocytes T du receveur. Parce que les lymphocytes T du receveur, bien sûr, ils sont tolérants vis-à-vis des complexes HLA peptides du soi, mais dès lors que on va avoir un organe greffé, potentiellement, les lymphocytes T du receveur, ils peuvent très bien réagir contre les complexes HLA peptides du donneur. Et en plus, nous, on regarde les anticorps anti-HLA, mais les anticorps, dans le modèle standard de l'immunologie, l'activation, la présence de lymphocytes B sous-entend qu'il y a eu une co-stimulation par les lymphocytes T. Donc là, je remets cette diapo pour vous expliquer que, bien sûr, les HLA sont polymorphiques pour présenter des peptides différents. C'est bien ça le rôle du HLA avant d'être un problème en greffe d'organes. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des auteurs qui avaient développé une métrique qui s'appelle le HED, que vous connaissez sûrement, qui en fait compte simplement les mismatchs entre deux allèles, en disant que si je prends par exemple le A1 et le A3, ces deux allèles, enfin ces deux gènes ont beaucoup de mismatchs, par exemple 24, mais en fait on va dire qu'ils sont très différents et potentiellement s'ils sont très différents, ils présentent des peptides différents. Donc ce qu'on appelle la divergence HLA, ce qu'on appelle le HED, est d'autant plus grand qu'il y a de mismatch entre les allèles, et c'est censé être le reflet de à quel point deux allèles présentent des peptides différents. J'espère que j'ai perdu personne. Je vais reprendre l'autre exemple pour encore plus se développer. Si je prends deux allèles qui sont là, pour le coup, très proches, si j'ai peu de mismatch, j'ai donc une métrique divergente, une divergence HLA faible, pour le coup, les peptides vont être similaires. C'est ce qu'on observe ici sur ces figures. Effectivement, les peptides qui bindent très fortement à la fois le A3 et le A11 sont assez similaires, là où ils sont très différents entre le A3 et le A1. Ça, c'est une métrique qui est intéressante, parce que si un individu est capable de présenter des peptides très différents, eh ben, potentiellement, il a une meilleure réponse immunitaire. Ça a été démontré en 2019, par exemple, dans une publi de Showell, dans le contexte de la réponse à l'immunothérapie. Si un patient, entre ces deux allèles d'un même gène, a un HED très élevé, c'est-à-dire si ces deux allèles sont très différents, il présente beaucoup de peptides et en fait, il a potentiellement une meilleure réponse immunitaire et donc, il va mieux répondre à la restauration de son système immunitaire grâce à l'immunothérapie. Et donc, effectivement, les patients qui avaient un HED assez fort survivaient mieux que les patients qui avaient un HED faible dans le contexte de mélanome et de cancer du poumon. Et c'est intéressant parce que ce qu'on a observé, en regardant un peu plus en détail ces peptidomes entre différents allèles, on se rend compte que parfois, c'est quand même plus compliqué que ça, et qu'il existe des allèles qui ont l'air proches, mais qui malgré tout présentent des peptides très différents. Par exemple, le A6801 et le A6802 sont très proches, il y a très peu de mismatch. D'ailleurs, ils s'appellent tous les deux A68 parce qu'ils sont très proches, et que quand on détecte les anticorps anti-HLA dont je vous parlais au début, on détecte très rarement, voire jamais, d'anticorps qui ne fixent pas les deux en même temps, si vous voulez. Donc c'est vraiment des molécules qui, on dit sérologiquement, sont très très proches. Donc il existe des molécules qui sont très proches, mais qui pourtant présentent des peptides très différents. Et ça, c'est pas uniquement le cas avec le A68, hein. Il y a d'autres papiers dans la littérature qui montrent que des allèles très différents peuvent avoir des peptides, des répertoires de peptides, des allèles très similaires, peuvent avoir des répertoires de peptides très différents. Et donc on avait, en tout cas pour ma thèse, on a formulé cette hypothèse que ça dépend en fait de où se situe le mismatch sur la molécule et sur l'interaction entre le HLA et le TCR. Si je fais des mismatchs, si j'ai des polymorphismes entre deux allèles qui sont à l'extérieur de l'interaction entre le HLA et le TCR, c'est le cas par exemple de la lysine en position 127 que je vous montrais tout à l'heure, et ben on ne va pas vraiment influer sur la reconnaissance du TCR et le HLA. Par contre, si on est ici, et ben on va pouvoir faire un épitope et donc on va faire de la réponse immunitaire B. Si par contre j'ai un mismatch qui est caché, qui est sous le peptide, eh ben, l'anticorps ne sera pas capable d'aller se fixer. Par contre, on va changer le peptide. Et si on change le peptide, potentiellement, on va changer la capacité de reconnaissance du TCR. Alors, il y aurait aussi des cas où le polymorphisme serait un peu à cheval entre le peptide, le TCR, ici, pourrait à la fois être
stimulés ou reconnus par des lymphocytes B ou des lymphocytes T. Mais en tout cas, en partant de cette hypothèse-là, on s'est dit qu'on pourrait un petit peu plus en détail explorer la structure entre le HLA, le TCR et le peptide. Et pour faire ça, en fait, on a simplement regardé des... Ah, j'ai oublié de... j'ai un petit problème de diapo là. Mais qu'on pouvait créer une base de données de structure 3D. Et pour ça, on peut simplement, dans un premier temps, regarder celles qui ont été mesurées expérimentalement. Elles sont toutes présentes dans la PDB. La PDB, voilà, c'est cette base de données de structures 3D qui ont été mesurées pour la plupart par cristallographie. Voilà, donc là, on cherche vraiment des structures qui contiennent à la fois le TCR, par exemple ici, qui est avec le TCR et le TCRB, pardon, qui vient se faire la liaison entre le HLA qui est ici en vert et le peptide qu'on voit pas très bien, mais qui est un peu caché ici dans le sillon. On voit peut-être pas très bien, mais on le verra tout à l'heure. Mais on peut aussi créer d'autres structures. On a aujourd'hui des outils bioinfo et qui sont très puissants. On a AlphaFold, vous en avez sûrement entendu parler. Cette IA qui a été développée par une filiale de Google qui est capable de prédire la structure 3D d'une protéine simplement à partir de sa séquence. Et donc, on a constitué une base de données de structures HLA, alors pour l'instant HLA A et B, avec le plus de polymorphisme possible, le plus de diversité possible, en prenant à la fois des structures de la PDB et des structures qui ont été générées, nouvellement générées avec cette fameuse IA. Et en fait, on s'est demandé, en regardant, hop, est-ce que je peux activer la vidéo? Ah, il faut que je désactive le laser si je veux. Excusez-moi, normalement il est censé y avoir une vidéo. Voilà. La question c'est quels sont les acides aminés sur le HLA, qui est ici en jaune, qui interagissent le plus fréquemment, soit avec le TCR, soit avec le peptide. Et en fait, voilà, là, en 3D, c'est toujours plus sympa. Donc, on voit un peu mieux la question, on comprend un peu mieux la question. En fait, ici, en rouge, sont mis en lumière des acides aminés qui ont des chaînes latérales. Voilà, là, on affiche les chaînes latérales qui viennent en fait interagir directement avec le peptide. Il y a aussi ici des chaînes latérales qui viennent interagir avec le TCR. Et donc, on se dit que si des polymorphismes apparaissent sur ces acides aminés-là, on va beaucoup plus fortement influer la réponse immunitaire du lymphocyte T, cette fois-ci. Et pour justement valider ça, en tout cas pour valider cette hypothèse, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu reprendre les données publiques de cette fameuse publication de tout à l'heure dont je vous parlais avec Showell, qui me disait que plus un HLA était divergent, mieux le patient répondait à l'immunothérapie. Mais cette fois-ci, on va calculer la divergence uniquement sur ces acides aminés qui semblent particulièrement importants pour l'interaction entre le HLA et le TCR. Et donc, par exemple, si je prends toutes les structures qu'on a connectées et qu'on regarde, par exemple, quels sont les résidus, quels sont les acides aminés du HLA qui sont à moins de 3 angstroms du peptide ou du TCR dans la moitié des structures, on n'a que ces positions-là. Et on va pouvoir comparer la divergence globale classique avec la divergence uniquement sur ces positions-là pour voir si en fait on est plus précis. Et donc, c'est ce qu'on a fait sur ces données de Chauvel. Il y avait 315 patients. C'est facile, c'est des données publiques. J'ai des données de génotypage HLA. Donc, on prend le HED classique, on fait une régression de Cox, et ensuite, on compare avec cette divergence ciblée qui regarde uniquement la divergence de ces positions particulières qu'on a identifiées. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, on a l'impression qu'on a quand même ici un log de hazard ratio meilleur, avec 1,2 pour le HED et plutôt proche de 2 pour cette nouvelle métrique HLA A et B, cette divergence ciblée. Et comme on avait des données ciblées et qu'on identifiait la réponse à l'immunothérapie, et ben est née la collaboration avec François-Xavier qui, je crois, coordonne en tout cas en partie l'étude prémisse. Et donc un grand merci qui nous a permis, François-Xavier, qui nous a permis de tester cette métrique sur cette même cohorte qui avait aussi des données de génotypage HLA. Et un merci aussi à Margot qui est la doctorante qui est chargée de traiter les données de prémisse, à qui j'ai pu partager cette nouvelle métrique. Et effectivement, on voit que, alors sur prémisse, donc c'est très préliminaire, hein, ce résultat il date de à peu près 10 jours, hein, mais sur prémisse, le HED classique, tel qu'il a été décrit par Chauvel, ne semble pas fonctionner. Mais la bonne nouvelle, c'est que la divergence ciblée dont je vous parlais depuis tout à l'heure, pour le coup, semble significative. Alors, moins forte en termes de hazard ratio
que dans la cohorte de Showell, mais quand même, on a l'air de restaurer ce signal, ce qui est plutôt chouette, du coup, de pouvoir valider l'hypothèse qu'on avait fait sur des données publiques grâce à cette collab. Et donc, finalement, on a bien l'impression que c'est pas forcément une mauvaise idée pardon, hop, de sélectionner quelques positions clés qui ont l'air clés dans l'interaction HLA-peptide pour calculer la divergence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être confirmé dans plein de domaines d'application, puisque le HED, c'est une mesure de la réponse immunitaire globale. Et donc, si on peut l'affiner, bah, peut-être que ça marchera aussi dans la réponse au VIH ou la réponse à certaines bactéries. On a aussi commencé une collaboration, enfin, on a vu avec toute notre équipe qui travaille dans HED et réponse au VIH, et on va voir si ça marche aussi. On est en train de développer un serveur web pour permettre aux gens de calculer cette métrique HED ciblée, et après on va pouvoir étendre avec la même méthodologie aux molécules HLA de classe 2. Et alors tout ça c'est intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant? Je vais essayer de refaire la bascule avec la greffe d'organes parce que, comme je vous le disais, on regarde beaucoup la compatibilité HLA en greffe d'organes en regardant la capacité à stimuler le lymphocyte B, mais si on a identifié des positions qui ont l'air de plutôt stimuler la réponse T, eh bien peut-être que ici on a une preuve de concept qu'on aurait certains mismatchs HLA qui sont aujourd'hui pas vraiment considérés comme graves pour la greffe parce que fait pas d'anticorps, mais pourtant en fait on va faire de l'activation du lymphocyte T. Et donc peut-être que ces mismatchs, par exemple le mismatch qu'il y a entre le A6801 et le 6802 qu'on croit négligeable en greffe d'organes, en fait il est grave parce qu'on va activer le lymphocyte T. Donc notre objectif là, ça va être de valider cette hypothèse avec donc en reprenant aussi cette fois-ci des données de greffe d'organes. Est-ce qu'on est capable de mesurer une espèce de score composite qui, en fonction de où se situent les mismatchs, va plutôt être des mismatchs qui vont faire de l'activation du lymphocyte B, plutôt de l'activation du lymphocyte T. Est-ce que cette métrique lymphocyte T, finalement, elle est vraiment importante pour la survie ou est-ce qu'en fait, c'est vraiment les anticorps qui font la toxicité en greffe d'organes? Voilà, donc ça va être les questions qu'on va se poser sur les prochains mois, années, avec notamment une cohorte PHRC qui collecte quand même quasiment 20 000 patients en France, voilà, qui va nous permettre d'essayer de répondre à cette question. Et donc, si je fais un petit peu un résumé pardon, de tout ce que je voulais vous dire, la compatibilité HLA aujourd'hui, c'est beaucoup le lymphocyte B, mais on a vu que ça dépendait quand même beaucoup du peptide, non seulement pour faire des anticorps avec le sujet principal qui était ce papier à présenter, mais aussi parce qu'on va changer la manière d'activer ces lymphocytes T. Et donc, même si on a déjà beaucoup de questions sur cet aspect lymphocyte B, avec ces questions sur l'immunogénicité, les éplètes, comment on interprète nos anticorps anti-HLA, et ben, en plus, peut-être que la dimension lymphocyte T sera très importante et peut-être qu'on la sous-estime un peu trop, tout en ayant ce nouveau type d'anticorps particulièrement difficile à identifier, pour lequel on n'a pas encore vraiment d'idée de l'impact clinique, mais qui nous semble particulièrement intéressant, et qui pourrait changer un petit peu notre manière de voir les choses en greffe d'organes dans les prochaines années. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère que c'était clair et puis je serais ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Cédric. Fix, tu veux commencer pour les questions et puis le temps qu'il y ait des mains qui se lèvent dans l'audience. On a des bravos déjà. Ouais, merci beaucoup Cédric, c'était super intéressant. Je trouve ça bien qu'on puisse changer un peu de sujet et qu'on puisse s'intéresser à d'autres thèmes de l'immunologie et je trouve que tu as vraiment c'est vraiment intéressant d'avoir ton expertise, ton point de vue sur toute cette biologie-là et puis le côté clinique par rapport à la transplantation et puis ton abord de ces molécules HLA dans tes cadres de tes projets de recherche. J'avais des questions par rapport à l'article. Mm. Euh, qui effectivement était probablement un peu niche, mais je comprends qu'il y avait c'était une interrogation, c'était intéressant par rapport le fait que les auteurs se soient interrogés et exploré comme tu disais, une bizarrerie de l'identification d'anticorps anti-HLA clinique que vous retrouvez. Donc, j'ai noté 1% de tous les patients que vous étudiez. Euh,
Donc moi, ce que j'ai pas bien compris, c'était si ces anticorps-là en particulier, ils avaient ou non un impact clinique enfin, comment vous les considérez dans le cadre de la prise en charge des patients pour leur transplantation? Ouais. Et du Bah, en coup, fait, et pardon, j'ai une excuse-moi. deuxième question qui vient, non, c'est moi. Et du coup, s'il y en a un, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait peut-être une différence? Parce que si j'ai bien compris, c'était potentiellement un peptide qui est dérivé de la molécule du classe 1 du coup, du receveur Mhm. à la Ouais. base, comme c'est des anticorps qui seraient préexistants. Et du coup, s'il y avait un impact chez des patients qui ont ces anticorps sur leur évolution en fonction du HLA de classe 1 du donneur et du receveur dans la suite. Bah, ouais. Non, mais c'est hyper compliqué. En fait, on sait pas trop. Aujourd'hui, quand on voit un anticorps qui cible cette bille spécifiquement, on va le rendre positif si le donneur il a exactement cet allèle DQB1 0603, et on va le rendre négatif sinon. Et on n'est D'accord. vraiment pas sûr de ce qu'on fait. Euh, le DQ6, c'est un ensemble de molécules HLA qui sont très proches. Il y a le 601, le 602, le 603, le 604, le 609. On les teste tous. Et dans la majorité des cas, quand on a une réactivité contre le 601, ça allume aussi toutes les billes. En fait, elles sont très proches. Donc l'anticorps, il va se fixer. Et du coup, c'est vrai que quand on a une réactivité très isolée comme ça, on se demande quoi faire. Et là, je ne saurais pas te dire encore s'il y a vraiment un impact parce que, alors déjà, le problème, c'est que si on rend ce patient est greffé, il y a un DSA DQ603. Si sur le cross-match virtuel, on rend, attention, il y a un anticorps à 5000 de MFI, peut-être qu'ils ne vont pas le greffer. Du coup, on est trop, euh, comment dire, on ne va pas prendre de risque. Donc, si on ne prend pas de risque, je ne peux pas savoir si le greffon il va en souffrir, si tu veux, vu qu'on le rend positif, le cross-match. Ouais. Et du coup, je ne peux pas savoir vraiment si. On va pas avoir beaucoup de patients qui vont être greffés du coup à cause de ça, puisqu'on va être trop. Euh, comment on dit? On va avoir la hypothèse la plus défavorable et du coup, on va pas greffer les patients. Alors peut-être que c'est une erreur, peut-être qu'il faudrait qu'on dise l'anticorps il est négatif ou il est positif, par exemple en fonction du HLA de classe 1 du donneur. Mais aujourd'hui, l'anticorps que moi je vois sur la bille, j'ai aucune idée Ouais. de quel peptide il cible. Parce D'accord. que sur le kit, je ne sais pas quelle bille il y a. Eux, les auteurs, là, ils ont pu faire plein de mélanges, ils ont testé plein de peptides différents, etc. Mais en pratique, en fait, j'en sais rien. Euh, on n'a pas encore fait. On pourrait designer une étude, on pourrait essayer de réfléchir. Euh, on n'a pas encore fait ça de notre côté. Donc, je ne peux pas vraiment te répondre. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on est un peu dans le flou et que c'est un peu compliqué quand D'accord. même. C'est un peu Ouais, compliqué. c'est compliqué, hein. Ouais, ouais. Ok, Merci. Il y a une merci. question de Romain Lotte. Ah, Romain. Oui, bonjour, Qui est merci. mon collègue qui travaille beaucoup sur des algorithmes qui font des détections de déplètes sur les profils d'immunisation. Donc vas-y, Romain. Juste sur les slides de présentation de l'article, il y en a une où tu présentes tous les réactions des anticorps en fonction du sérum. Il y a 6 sérums, je crois. Ouais, Et je ne sais pas si tu peux les remettre. ouais, Et c'est cela. ouais, c'est celle-ci. Et en fait, donc, si j'ai bien compris, sur le sérum 1, on voit bien que si le receveur, que Si si la un lignée de cellules. A2, Ouais, alors il y a une grosse réactivité, sinon il n'y a pas une grosse réactivité. ouais. Mais sur les sérums S2, S3, S4, S5 et 6, quelle est la conclusion en fait? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a un impact du tout sur les autres sérums. En fait, la conclusion, c'est que l'anticorps n'a pas forcément le même, ne se fixe pas sur le même épitope. Donc En sur fait, S2, il peut y S3, avoir, S4, S5 et 6, c'est pas un anticorps qui binderait sur le peptide, c'est un anticorps si standard ça, entre ça guillemets. bind sur le peptide, mais ça ne dépend pas du polymorphisme du peptide. En fait, D'accord. ça dépend de s'il y a tu vois, par exemple, il peut y avoir une thréonine en position 142 ou une isoleucine en position 142. Selon ça, ça peut changer l'affinité, par exemple, dans le cas du S1, mais peut-être que si cette position 142 n'est pas impliquée dans l'anticorps qui est à cheval entre le HLA et le peptide, finalement, ça n'a pas tant d'impact sur l'affinité. Mais on est quand même sûr par leur manip Ouais, d'après que ça target le peptide. C'est juste que ouais, ouais. il n'y a pas de polymorphicité du peptide, c'est ça? A priori, ouais. Ouais, c'est Ok. ça. Alors, il Ok, faudrait c'est relire en détail parce qu'ils ont fait plein d'études où ils ont, en fait, cette figure-là, il y en a, je sais pas, 15 ou 20, parce qu'à chaque fois, ils ont mis un peptide différent avec un sérum différent.
Enfin, et du coup, là, tu peux voir un petit peu les petits détails d'affinité vraiment particuliers. Mais en gros, c'est un peu la conclusion, c'est vraiment ça, c'est que ça dépend du polymorphisme du peptide lui-même. D'accord, ok. Merci. Voilà. C'est un peu pointu, hein. Et un peu niche en même temps. Mais voilà. Du coup, moi, Éventuellement, j'ai une j'avais autre des... question. Ah, vas-y, Samuel. Ouais, il y a pas d'autres mains qui se lèvent pour l'instant. Euh, J'avais une petite... c'est quand même incroyable que ça présente un peptide de classe 1, alors que des peptides, il y en a des milliers. Est-ce que c'est juste... Enfin, comment t'expliques que Ouais, ça présente un peptide de classe 1 et pas une autre protéine du soi ou une ouais. protéine Bah, exogène, de virus déjà, la première explication, c'est que le HLA, il est quand même extrêmement exprimé. Donc des peptides dérivés du HLA, il y en a vraiment beaucoup dans la machinerie cellulaire. Ensuite, je me suis un peu posé la question. Je suis pas sûr qu'on ait tant de réponses sur ça. Est-ce que c'est vraiment une sorte de manière de renforcer la signature de la cellule? Bah, c'est un peu métaphysique, hein, parce que en fait, j'ai pas la réponse, mis à part cette histoire du fait qu'il est plus exprimé. Et comme le HLA est en lui-même très polymorphique, il y a un fort intérêt du HLA à présenter du HLA, parce qu'on va renforcer la signature de la cellule finalement. Alors que si le HLA présente des peptides finalement que tout le monde partage, on a on a un moins grand répertoire. Et finalement, peut-être que, là c'est vraiment une hypothèse, hein, peut-être que cette diversité de lymphocytes T de l'autre côté sera moins grand. Peut-être qu'il y a vraiment un avantage au HLA présenter le HLA. Et d'ailleurs, mais c'est des peptides du soi, tu vois. Normalement, il ne devrait c'est pas y des avoir peptides de du soi. réponse. Tu vois, il C'est ne des devrait pas peptides y du avoir de soi, mais réponse non, il n'y a pas de réponse, mais contre. c'est les peptides du soi qui sont présentés qui font le répertoire de lymphocytes T. Mhm. Donc si Il ne devrait vous pas y indiquez... avoir d'anticorps préexistants chez Non, un non, non, donneur, normalement. il n'y a pas Chez un d'anticorps receveur, préexistant. pardon. Non, non, il n'y a Chez pas un receveur. d'anticorps, il y a pas d'anticorps préexistant chez un receveur. Mais si c'est si c'est important d'avoir une large diversité de lymphocytes T entre les individus, bah, on a intérêt à présenter des peptides hyper variés. Si on veut présenter des peptides hyper variés, on a intérêt à présenter du HLA, puisque le HLA est très polymorphe. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça. Peut-être que c'est simplement des histoires voilà, de quantité de peptides, de quantité de peptides dans les cellules. Et par contre, il y a un truc intéressant quand même sur ça, c'est qu'il y a une autre équipe qui ont développé un score qui s'appelle le Pirch score, qui étudie la capacité du receveur à présenter des peptides du donneur, des peptides dérivés du HLA du donneur. Et ils ont montré que cette métrique-là, elle était corrélée à un plus grand nombre de rejets. Alors, je sais, il y a d'autres papiers qui montraient que ça marchait pas si bien que ça, mais il y a quand même des gens qui réfléchissent à ça, au fait que, en fait, effectivement, le HLA, en plus d'être polymorphique, en plus d'être un présentateur d'antigène, il a tendance à se présenter lui-même et que ça a en plus un impact dans la greffe d'organes. Donc là, oui, effectivement, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas, je pense. C'est même sûr et certain. Mais, euh, mais voilà. Et puis après, j'ai une autre réflexion. En fait, tout ce que tu as raconté, ça a été très très bien étudié dans la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, c'est la maladie archétypale de l'auto-immunité, dans lequel on a été chercher, on a des anticorps qui sont des anticorps antipeptides citrulinés, qui Mhm. sont une citruline, donc c'est une modification de l'arginine qui est en général au centre d'un peptide de 15 acylaminés et qui est présenté par un HLA qui est un facteur de risque de la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, ce Ouais. peptide-là, toute l'histoire de l'épitope partagé, ça a été décrit déjà dans les années 80, c'est-à-dire que les Mm. patients qui sont à risque de polyarthrite, c'est des gens qui ont des HLA de classe 2, des RB1, qui ont des épitopes partagés, donc exactement ce que tu décris pour les DSA, qui vont avoir des acides aminés qui se répètent Ouais. et qui vont engendrer un risque génétique de faire la maladie. Et en plus, on identifie que c'est bien les peptides de la poche peptide et d'une poche peptide spécifique et qui interagissent avec leur chaîne latérale spécifiquement avec les peptides citrulinés et pas les non Ouais. citrulinés. Donc, même la modification post-traductionnelle du peptide Ouais. dont la séquence est identique, mais juste sa modification post-traductionnelle d'arginine en Mm. citrulline va changer l'affinité du HLA pour le peptide et entraîner une réponse. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on explique la rupture de tolérance.
cette modification post-traductionnelle des arginines en citrulline, explique pourquoi des antigènes qui étaient des antigènes du foie, par la citrulination, qui est un phénomène qui arrive quand il y a de l'inflammation, va entraîner une rupture de tolérance, alors que la séquence du peptide n'a pas changé. C'est juste une modification post-traductionnelle liée à l'inflammation du peptide qui va faire Ouais. qu'on a une génération de réponse. Donc c'est très intéressant de voir Ouais. qu'à 40 ans d'écart, en fait, ce mécanisme commun dans la génération d'auto-anticorps, puisque finalement c'est ça que tu décris, Mm. il est retrouvé dans le cadre de la greffe d'organes, et tout ça, en fait, c'est la même histoire que ce qui a été fait dans la Ouais, ouais. paléolithique et qui a Mais été il y a qui a mis plein de 40 ans connexions. avant de. Ouais. Il y Et a plein donc de qui a été connexions à évité. faire avec tout ça. Et quand on fait une réponse immunitaire contre un cancer, je pense que les mécanismes sont les mêmes, en fait. Mm, mm. Donc Non, c'est c'est clair. fascinant. Il y a plein de. Ouais, ouais. Et je crois d'ailleurs, un des papiers là que je citais dans cette diapo-là, je suis pas sûr, hein. Et justement, il disait que donc ce HLA B2705 qui était le prédisposant à la maladie, si on a un B2709 qui est très proche du B2705, bah, pour le coup, n'était plus prédisposant à la maladie. Et en fait, il suffisait effectivement d'un seul petit changement d'acide aminé entre les deux HLA pour changer donc le peptide. Et bon, ça peut se jouer parfois à vraiment pas grand-chose, hein. Mais ça qui est intéressant avec le HLA, c'est qu'il est au cœur de la réponse immunitaire et du coup, il est intéressant pour prédisposition aux maladies immunologiques, greffe d'organes, greffe de moelle, réponse à l'immunothérapie, réponse aux agents pathogènes. En fait, le HLA, il est partout, quoi. Et comme il est hyper compliqué, bah, il est intéressant. Et puis l'autre petit point que je trouvais sur lequel je doutais un peu plus là, sur l'activation des lymphocytes, je pense que c'est très intéressant. Mais en fait, les traitements qui sont donnés aux patients greffés, c'est plutôt des traitements Oui, qui immunodépriment les lymphocytes. Donc probablement que oui, la oui, réponse T, elle est quand même si elle a un rôle, elle est quand même assez énergisée de manière globale du fait des traitements qui sont donnés aux patients, corticoïdes, Cellcept, enfin, bon, ouais, toutes ces molécules qui ciblent beaucoup les T et qui ne ciblent pas vraiment très bien les lymphocytes B qui eux, peuvent se développer un petit peu. certes, certes, certes. Et les C'est, DSA et tout ça, c'est un champ de recherche aussi intéressant qui est investigué et sur lequel il y a eu des progrès récents, notamment dans la greffe de rein, Mhm. où on essaye de dépléter au moment de la greffe tous les DSA en clivant juste les anticorps, tout simplement, Ouais, ouais, bien sûr. pour Bah, permettre en fait la l'immunofidase. prise de greffe et ensuite voilà. Et donc il y a des progrès aussi là-dessus donc voilà Ouais. pour peut-être Non, mais rendre c'est vrai compte que c'est peut-être pourquoi ça n'a c'est pas un la, impact finalement si important sur la ouais, survie des greffons l'été, parce qu'en fait on donne comme des immunosuppresseurs, mais si à l'avenir on voulait se passer à l'immunosuppresseur, peut-être qu'il faudrait aller vers regarder une compatibilité de la réponse T, Mm, finalement. mm. Oui. Non, c'est sûr. C'est la réponse, enfin, c'est la remarque qu'on me fait à chaque fois que je présente, Mm. hein, ce sujet-là. C'est vrai que les traitements sont censés, pardon, effectivement, traiter. Je suis perdu. Traiter plutôt les T que les B, ouais. Mais Ouais, mais effectivement, ouais, on a des t'as protocoles qu'à hyper leur répondre intéressants. que si tu veux te passer d'immunosuppresseur, peut-être qu'il faut avoir une bonne compatibilité T. Et Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est l'objectif de tous les cliniciens, Ouais, c'est de se ouais. passer des immunosuppresseurs et de greffer les malades pour Ouais, c'est qu'ils clair. tolèrent leurs organes sans Oui, avoir besoin de leur filer d'immunosuppresseur. c'est sûr. Puis, je réponds aussi quand même que bon, on n'est pas censé avoir tant de B activés que ça sans une co-stimulation des T. Donc même s'ils sont très énergisés, les T, ils doivent quand même un petit peu activer les B. Et donc les DSA qu'on voit, voilà, il y a peut-être quand même, voilà. C'est clair. Est-ce qu'il y a Donc d'autres questions? Merci beaucoup hein, pour tes réponses. pourquoi je trouve pas. Merci beaucoup. Eh bien, c'était un plaisir. Super Et- intéressant. Samuel, j'ai adoré ton récapitulatif sur l'épitope partagé. Je trouve que cette thématique-là, elle est hyper chouette. Ouais, si on trouve un créneau et un papier récent sur les modifications post-traductionnelles Mm. des, des épitopes, etc., en restant sur une thématique échelle, ça pourrait être ultra sympa. On regarde ce qui est bon, bah, sorti. ça, moi, je peux vous faire, parce que ça, c'est un topo que je fais régulièrement, je peux vous faire un papier restant là-dessus et vous reparler de ce truc-là dans l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde, il n'y a pas de problème. De Hmm. toute On façon, on regarde va ça. arriver à 1 an il sera temps de refaire les mêmes intervenants dans Ok. pas longtemps. Donc, je peux faire un truc là-dessus, ça sera avec plaisir. Ça, c'est des trucs que ça ne me prendra pas beaucoup de temps. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Ouais. On en discutera peut-être. Enfin, merci beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous
Alors là, tout de suite, j'ai pas sous les yeux, mais peut-être Myriam peut m'aider. Je n'étais pas assez prévoyant. On va se donner rendez-vous au mois de juin pour le prochain, Oui, le euh, jeudi 19 juin à 17h. Merci beaucoup Myriam, j'en profite pour remercier pour l'organisation de ce TIGC et la communication qui nous permet d'avoir d'aussi nombreux participants et des discussions intéressantes à chaque fois. Et donc au mois de juin, on parlera de Cartirec, je crois, de mémoire, avec un collègue de la Pitié-Salpêtrière. Donc, voilà. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Et donc, on se voit au mois de juin. Et donc, n'hésitez pas à nous proposer des sujets. Et si vous voulez présenter, vous êtes les bienvenus pour présenter des papiers dans cette bibliothèque translationnelle. Merci à tous. Et merci Xavier, je peux dire un petit mot de conclusion. François-Xavier. Non, merci Samuel. Merci beaucoup pour tout. À très vite. À Merci Cédric bientôt. encore. À bientôt. Merci Cédric encore. Ouais. Salut. Salut. Merci, au revoir. Merci Myriam.